Si tu as des problèmes de dents, tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires. Le minimum que chacun devrait faire, c'est une prise de sang une fois par an, c'est une journée de bilan par an, mais il n'y en a jamais eu temps de faire ça. Quand tu as mal, tu y penses tout le temps. Quand tu n'as plus mal, tu n'y penses plus. Nous, on y pense toute l'année. La dernière des libertés, c'est de choisir son attitude vis-à-vis de chacune des situations qu'on vit dans notre vie. Bienvenue au podcast Sit, Stand and Repeat. J'ai le plaisir d'accueillir Iris Ramos. Je suis Max kinésithérapeute, clinicien et enseignant. Ensemble, on parle de kinésithérapie, de rééducation, de soins et d'entrepreneuriat. Asseyez-vous, levez-vous, répétez et surtout profitez de l'épisode. Bonjour Iris, bienvenue dans cet épisode de podcast qui est notre troisième de Sit, Stand and Repeat. Comment tu te sens déjà, cette première interview avec nous? Très contente d'être là. C'est toujours pour moi un plaisir de pouvoir discuter avec les professions libérales de mon parcours, pourquoi pas, mais surtout de leurs difficultés à eux, puisqu'on vit tous les mêmes choses. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir se poser des bonnes questions sur ces sujets. J'ai choisi d'inviter Iris Ramos pour ce podcast parce qu'elle a à la fois une posture de professionnelle de la santé, donc en tant que psychologue du travail, j'ai y arrivé, et non psychologue clinicienne, pour préciser juste après. Elle a aussi un parcours qui fut entrepreneuriat. Elle est aussi CEO de Tête, dont on parlera un peu plus tard aussi. Associé à ça, une réflexion qui est plutôt axée sur la recherche. C'est ça que ça me paraissait important de croiser l'ensemble de ces visites. Décris-moi un petit peu qui tu es. Tu disais psychologue du travail, puisque tu as dit que j'ai déjà une psychologue clinicienne, alors que je me suis tuée à faire des mémoires de recherche en psychologie du travail. Et la différence, elle est importante pour moi, parce que tu vois, quand on rentre en études pour faire psycho, tu fais licence et après tu dois choisir une spécialité. Tu peux faire développement, géomoto, tu peux faire plusieurs spécialités, neuropsy. Moi, j'ai choisi la psycho du travail, qui est très proche de la psychologie du sport, de la psychologie positive, avec une application très pratique. En tant que psy du travail, depuis 2014, j'ai fini mon master, je accompagne des personnes avec des problématiques liées à leur travail. Pourquoi psychologie du travail? C'est important aussi de le savoir. Je pense que le travail a un fort impact sur la santé des individus. D'ailleurs, je suis rattachée à un laboratoire de recherche qui étudie vraiment la santé des adultes dans différents contextes, dont le travail. Et on s'aperçoit que le travail est vraiment très important dans la santé des individus et il est très lié à leur identité. En psycho du travail, on a un côté clinique, cette partie observation, mais on a aussi beaucoup d'outils. Et c'est ça qui est passionnant pour moi. Depuis que j'exerce, ça fait 11-12 ans maintenant, j'ai accompagné beaucoup de personnes avec des problématiques, donc de souffrance identitaire ou d'autres situations liées à leur contexte de travail. Parce qu'elles ne faisaient pas quelque chose qui leur plaisait, parce qu'elles n'étaient pas dans l'environnement qui leur convenait, parce qu'il y avait des problématiques relationnelles, parce que les conditions de travail n'étaient pas bonnes, parce que la motivation n'était plus là. Après. Et le travail est trop central, heureusement ou malheureusement, dans notre société, parce que parfois, pour que la place est trop importante, mais il est trop central pour qu'on ne s'en occupe pas d'un point de vue la santé des individus. Donc moi, j'adore ce que je fais et pourquoi la psychologie. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur le côté peut-être un peu plus perso, si tu le souhaites, ce qui te définit? Quand je t'ai rencontré, j'ai vu tout de suite quelqu'un qui était franche, qui allait droit au but. Comment tu pourrais ajouter Tu vois, mon parcours peut se résumer un peu en 3 piliers. On va dire la partie formation. Moi, j'y suis issue d'une école d'art, de théâtre, d'art scénique, télé, radio. Et dans notre école d'art, on étudiait énormément la construction du personnage, donc énormément la psychologie. Mon parcours universitaire et d'études a toujours été un lien un peu sur ce côté découverte de soi, comment être en capacité de ressentir ce que ressent l'autre, comment mieux l'aider, etc. Donc, le parcours déjà de la formation a toujours été guidé par ça. Donc, j'ai fait psychologie, j'ai fait du droit, j'ai fait des diplômes en médiation, gestion de conflit, et comme je comprenais rien à l'entrepreneuriat, j'avais fait un diplôme stratégie, innovation, parce que venant de Cuba, j'avais beaucoup de choses à apprendre sur la gestion et l'organisation d'une entreprise. Donc, on parle de formation. Après, on peut parler d'expérience. Ce qui est intéressant et ce qui peut me définir, c'est toutes les opportunités que j'ai pu avoir. À 26 ans, j'étais directeur de zone d'un réseau international, j'étais formée aux 4 coins du monde et j'ai accompagné 250 entrepreneurs en Indre-et-Loire. Donc, cette expérience-là, qui est un mixte de je me suis battue pour réussir là-dedans et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes aussi, parce que c'est un mix de deux. Tu travailles, il faut que la chance elle te trompe en travaillant, mais il faut savoir saisir les opportunités. Cette expérience-là, elle m'a forgée, parce qu'à 26 ans, quand tu es chez mon entreprise, que tu gères 250 entrepreneurs qui sont sous ta responsabilité, que tu es jeune, que tu es une femme étrangère, franchement, il va falloir que tu t'accroches. Je croise beaucoup de choses en neuf. Là, donc cette expérience-là, elle m'a forgée également. Et la troisième, c'est un peu le côté personnalité. On est tous différents. Moi, je suis
suis plutôt formée dans l'adversité, venant d'un pays extrêmement pauvre, arrivant en France se faire des études sans aucune bourse, sans aucune possibilité. Je suis plutôt d'avis que l'adversité, elle va nous permettre, si on s'en sort bien, parce qu'il y a des personnes qui vont être bloquées face à l'adversité, mais dans mon cas, ça a développé une personnalité très combative qui fait qu'il faut mais vraiment beaucoup pour baisser les bras. Et j'ai passé le restant de mes jours à apprendre à renoncer, ce qui est bien aussi quand il y a quelque chose qui va pas, qui est pourri, un projet qui ne doit pas aller au bout, il faut aussi apprendre à renoncer. Parcours éducatif, on va dire formation, expérience de vie et personnalité. Je vais revenir sur ton activité clinique, et plus exactement ton activité en tant que psychologue du travail. Qu'est-ce que tu rencontres le plus fréquemment? Qu'est-ce que tu as rencontré dans ta carrière le plus fréquemment? Les situations qui t'ont le plus marqué? J'ai accompagné beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises parce qu'en tant que psy du travail, il y a une particularité, on va dans les entreprises. J'ai eu pas mal d'expériences différentes. Ce que je rencontre le plus souvent, c'est des problématiques majeures de collectif. Le collectif, la psy du travail, elle est importante parce qu'on fait un aller-retour entre un individu et un environnement collectif. Le collectif peut vraiment faire souffrir. Il y a des comportements de groupe qui sont particuliers, des organisations de travail qui sont très toxiques et parfois on s'aperçoit que les gens ne se posent pas la question. Est-ce que j'ai créé une société qui a 300, 500 personnes ou même 100 personnes? Est-ce que l'organisation que je crée, elle est vertueuse? Est-ce qu'elle met pas les individus en compétition? Est-ce que finalement il y a de l'entraide? Est-ce que chacun se retrouve à sa bonne place? Ce n'est pas facile à faire comme travail et on demande beaucoup aux personnes qui donnent de l'emploi pour créer les bonnes conditions. Mais ce que je vois au quotidien, c'est que ce n'est pas évident d'avoir une organisation qui est vertueuse, qui est saine, qui fait du bien aux individus qui sont dedans. Et souvent, il y a un aller-retour entre les problématiques de l'individu et ce collectif et la souffrance, elle se crée là. Et l'intérêt d'un psy du travail, c'est que le psy du travail, il te reçoit pas dans son cabinet uniquement, il vient voir comment sont les bureaux, comment est la distribution spatiale, où se placent les gens, quelle est leur réalisation, quelle est la communication entre les individus, quel est l'organigramme, est-ce qu'il y a du sens, est-ce qu'il n'y en a pas, et l'impact que toute l'organisation de travail va avoir sur l'individu et l'individu sur son organisation de travail. Donc voilà ce que je vois, des problématiques de réflexion du collectif qui impactent l'individu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce regard finalement environnement, par du travail, l'environnement de travail, plus que finalement des individus comme ce que j'ai pu percevoir sur les psychologues cliniques. C'est ça ou... Tout à fait. Et il y a les deux. Je vais te donner un exemple. J'ai travaillé longtemps pour la NGEN, qui est une mutuelle, et j'avais des consultations pour les enseignants. Et je me suis aperçue que beaucoup de jeunes enseignants avaient des affects dépressifs importants et étaient pas bien. L'organisation est maltraitante, c'est un secret pour personne. Par contre, c'était toute une génération qui avait été extrêmement protégée. C'était des jeunes profs que je consultais. Là, on ne parle pas de l'impact de l'organisation sur l'individu, ce qui est forcément le cas dans l'éducation nationale. C'est terrible. Donc là je remarquais des problématiques individuelles. Et d'ailleurs, une espèce de pattern qui revenait souvent. Des jeunes adultes extrêmement couvés, extrêmement protégés dans un environnement familial, qui du coup se retrouvaient sur le marché du travail dans un environnement très violent, très hostile. La problématique, c'est que quand tu n'as pas appris l'adversité aux enfants dans un milieu bienveillant, ce que tu ne leur apprends pas avec bienveillance, la société leur apprendra avec cruauté. Donc moi, j'avais à face de moi des individus totalement désemparés. Parce que, comme leurs parents avaient, c'est un verre de soie, et donc tu dis, mais un petit verre de soie, il faut que je l'aide à sortir de sa coquille, enfin je sais pas comment on dit ça, mais... Et donc, pour l'accompagner, je vais le priver de cet effort de rompre le verre de soie et de sortir et de pousser et d'avoir des ailes fortes. Comme je le prive de cet effort, dans la nature, il se fait manger. Donc il y a aussi une problématique éducative, je trouve, et ces personnes arrivent sur le monde du travail, et nous, on les récupère en souffrance. C'est que les personnes n'ont pas appris avec bienveillance des choses terribles qu'elles vont retrouver dans le monde du travail. Avec cruauté, la société va leur apprendre qu'il y a de la compétition, il y a de la malveillance, il y a plein de choses, mais il faut être armé pour ça. Donc, j'ai accompagné beaucoup de personnes en dépression parce qu'elles n'étaient pas prêtes pour la violence du monde du travail. Et ça, c'est un phénomène particulier qui m'inquiète. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus sur ta vision? Parce que là, tu as parlé des enseignants, est-ce que tu peux nous évoquer tout ce qui est en lien avec plutôt les professionnels de la santé, ou parce que je pense qu'il y a des dynamiques similaires, ou en tout cas des choses plus précises à... Deux choses importantes. Les professionnels de santé, on ne les voit pas en consultation. Donc, terrible, parce qu'ils ont leur activité et surtout, ils ne demandent pas d'aide. C'est très difficile d'avoir un recours aux soins.
Donc ça, c'est problématique. Là, je préparais récemment avec mon équipe, avec STEP, je regardais le rapport. Il y a un rapport qui est sorti sur la santé des soignants. Les résultats sont pas terribles. Ça va pas du tout. Donc, ils vont pas très bien. La problématique, c'est donc cet isolement-là, cette quantité de travail, cette charge mentale, plein de problématiques, couplées au fait de ne pas avoir recours aux soins. Donc là, par exemple, il y a aussi beaucoup d'automédication. Donc, des substances pour se réveiller, des substances pour déconnecter, des choses, beaucoup d'alcoolisme également. Il faut pas se dire, mince, les professions libérales boivent et prennent des médocs. Il faut se dire, les professions libérales vont pas bien. Comme elles ne vont pas bien, et en plus de ça, elles n'ont pas recours aux soins, les soins professionnels. On ne bricole pas sa voiture si on n'y connaît rien, on l'amène chez un garagiste. Même quand on est professionnel de santé, on doit être en capacité de dire « là, il y a mon corps qui ne va pas, je consulte. Là, il y a ma tête qui ne va pas, je consulte. » Parce qu'en plus, notre premier outil de travail, c'est notre corps et notre esprit. Donc, si en tant que professionnel de santé, on ne va pas bien, on ne peut pas déjà aider les autres, mais surtout, si bricoler une solution tout seul ne nous amènera jamais plus loin. Donc, les profs libres, j'en vois beaucoup maintenant avec STEP. D'ailleurs, j'ai été sollicitée par un syndicat, par exemple, des pharmaciens, par des CPTS pour accompagner des médecins suite à des suicides chez ces professions-là, ce qui était alarmant et particulier, parce que souffrance, problématique de santé mentale, isolement, pas de recours aux soins, égale à souffrance aiguë, égale à qu'est-ce que j'ai comme solution. Donc ça, pour moi, c'est un sujet de santé publique, de pouvoir accompagner ces soignants dans un état d'esprit particulier, parce qu'en fait, ces soignants-là, ils vont pas venir en consultation, il faut aller à leur rencontre. Et donc, il faut mettre en place les choses qui leur conviennent, qui soient capables de faire. Parce que j'ai accompagné, par exemple, des urologues qui me disaient, je dois avoir un cardio, ça fait des mois et des mois, mais ma consulte est en pleine, mon cabinet est en plein, et je rends service à la population. Je n'ai pas réussi à fermer un jour pour aller faire mon rendez-vous chez le cardio. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur santé après la santé des autres. Ce qui est louable, mais très dangereux. Oui, on aimait. Et en tout cas, c'est le constat qui t'a amené après derrière à une réflexion entrepreneuriale. On va y venir. Moi, juste avant d'aller là-dessus, parce que typiquement, t'as très envie, j'ai l'impression d'être parler de ton projet. Ta profession. Est-ce que tu as une qualité et un défaut que tu pourrais, ou des idées reçues que tu pourrais avoir sur à déconstruire, que tu pourrais avoir sur cette profession des psychologues? La première chose, je pense, c'est vraiment le schéma de rôle. Un schéma de rôle, c'est un prof, et il est comme ça. Et un psy, il est comme ça. Un psy, il t'écoute toujours, même s'il est 19h et qu'il vient de faire une cellule de crise suite à un décès ou un accident grave, où il a passé la journée complète à voir des gens pleurer, à pas aller bien. Tu me croises ce jour-là à 19h, je ne t'écoute pas et je n'ai pas envie. Et le cabinet, il est fermé. Être humain, être humain, être humain. Donc, un psychologue, même si vous faites dans votre tête un schéma de rôle, c'est un être humain. Il mange, il dort, il a des charges à payer. Donc, le schéma, l'idée qu'on se fait, un psychologue, il doit être comme ça. Ah oui, pour une psychologue, là, tu m'écoutes pas. Mais qu'il est 20h, c'est fermé. Et tu n'es pas en consultation, et j'ai passé ma journée complète. Je suis un être humain. Donc là, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Donc ça, c'est la première chose. Une qualité, après, j'adore ça, c'est-à-dire que je vais me balader un peu partout, et il n'y a pas une personne qui va pas me raconter assez facilement ce qui lui fait mal, ce qui lui pose problème. J'adore ça parce que je suis psychologue, parce que j'ai une capacité assez naturelle à me mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas être sympathique, attention. C'est une capacité intellectuelle à être capable de comprendre, c'est vraiment cette capacité de comprendre ce que l'autre ressent. Donc c'est plutôt intellectuel, parce qu'il y a une différence quand même. Les gens vont dire, le côté sympathique, c'est je suis d'accord avec toi et je partage. Non, je suis capable de comprendre ce que tu ressens, même si je le partage pas, même si je vois pas les choses comme toi. Donc, naturellement, je vais m'intéresser aux personnes, elles vont se confier à moi, etc. Et je trouve ça super parce qu'elles vont très vite avoir un espace de confiance pour le faire. Évidemment, dans un environnement propice, dans un cadre donné, pas le dimanche, pas à 20h. Il y a l'inconvénient et il y a l'avantage de faire un job qu'on aime, qui nous correspond. Mais qu'il y a des limites aussi dans notre vie. Et oui, c'est marrant que tu utilises ça, la notion de sympathie. Je pense que tu as associé aussi la notion d'empathie cognitive, finalement, des concepts qui sont tout autour.
où finalement, il faut aussi marquer nos propres limites professionnelles, parce que sinon, on est en incapacité derrière de faire notre soin. Donc ça, ok. Est-ce que, parce que, tas de questions, je trouve ça super captivant, tout ce que tu racontes, j'ai besoin d'avoir une petite anecdote de ta part qui est la plus marquante pour toi dans ce versant psychologue du travail. On va passer sur l'entrepreneuriat juste après, je te promets. Tu veux quelque chose qui va marquer moi? Ouais, et qui t'a fait évoluer dans ta profession, arriver peut-être au constat que tu as énoncé, qui était de te dire, au final, certaines personnes ne prennent pas soin de leur santé, et le fait qu'ils ne prennent pas soin de leur santé est lié à leurs conditions de travail, est lié à leur rôle social, si je comprends bien, qu'elles incarnent dans leur métier. Est-ce qu'il y a une anecdote qui te revient là-dessus, qui t'a En ce moment, j'accompagne un médecin. Il est brillant. Il est excellent et passionné de ça, mais il a complètement arrêté son activité libérale et il est allé travailler dans un EHPAD comme médecin coordinateur. Il adore ce qu'il fait quand même, mais il a l'impression d'être nul, de ne pas y arriver, de ne pas être adapté socialement, etc. Je te raconte cette anecdote parce que à n'importe quel niveau de la sphère sociale, tu as de la souffrance identitaire et elle est tout aussi importante. J'ai mangé récemment chez quelqu'un de ma famille qui m'a dit disons que si on commence à plaindre les pharmaciens, les médecins, où est-ce qu'on va? Comme si ces personnes-là, parce qu'elles ont un certain statut, il faut voir ce qu'elles payent comme impôt, c'est vraiment très romancé leur statut, mais bon, dans la tête des gens, c'est un statut, eh bien, qu'elles arrêtent de se plaindre. On ne va pas plaindre les médecins et les pharmaciens. Et je trouve ça terrible parce que je venais d'accompagner 2 unités pour des pharmaciens suite à des suicides de pharmaciens et suite au suicide d'un médecin. Un médecin traitant de campagne qui prenait en charge plein de familles qui ne pouvaient pas se soigner et qui travaillait du matin au soir, etc. Mais qui était lui en souffrance, qui n'a pas pris soin de lui et qui du coup, ayant une souffrance aiguë, a trouvé une solution, c'était de se supprimer, c'est terrible. Bon. Du coup, cette anecdote, elle m'a fait penser que la souffrance, elle est à tous les niveaux. Le droit et le devoir de la société, d'accompagner ceux qui vont pas bien. Et le sens de moi, mon travail en tant que praticienne en santé au travail, elle est à tous les niveaux. Que la personne ait des diplômes, pas des diplômes, qu'elle gagne bien sa vie, pas bien sa vie. Donc voilà, cette anecdote, elle m'a marquée parce que accompagner quelqu'un qui, soi-disant, ne devrait pas avoir de problème, parce qu'il n'est pas à l'usine. Je ne dis pas que les personnes qui sont à l'usine ne sont pas bien. J'ai accompagné énormément de salariés, notamment suite à des accidents graves ou mortels. C'est parfois dur, c'est souvent dur d'ailleurs, les conditions de travail, etc. Et elles ont aussi des souffrances et des problématiques. Mais les souffrances ne sont pas réservées à une classe sociale d'un niveau inférieur en termes de revenus, en termes de diplôme. Elles sont partout. Elles sont partout. Et d'ailleurs, plus ça monte, plus tu es isolé. Et moins tu as la capacité à demander de l'aide par peur de fragiliser ton statut, ta position sociale, etc. Donc, on est des humains et on a tous besoin de la même chose et on doit tous être traités pareil. Je ne supporte pas le discours de « Ah, mais si on commence à plaindre les pharmaciens, où est-ce qu'on va ?» Mais mon Dieu, c'est une personne. On vient de parler beaucoup de psychologie du travail, d'activités très axées sur les individus et cette réflexion qui est plutôt micro. Mais tu as fait une réflexion qui était un peu plus macro avec l'entrepreneuriat. Je le définis comme ça. N'hésite pas à me contredire là, sur cette imposition. Tu veux en est pourquoi l'entrepreneuriat? Voilà, c'est ça. Pour toi. Je disais que j'aurais été une très mauvaise salariée. Je le serai toujours d'ailleurs. J'ai besoin de créer mes propres contraintes. Parce que souvent on me dit, l'entrepreneuriat, ça te rend libre. C'est libre de faire tes 85 heures quand tu veux, libre de payer tous les impôts que tu veux, etc. Donc, tu n'es libre de rien du tout. Par contre, tu choisis tes contraintes et tu vis à ton rythme. Le mien peut être effréné, comme ça impacte personne. Et ça. Plutôt, cette envie-là de créer, d'innover et de suivre quelque chose qui est respectueux de mon fonctionnement à moi. Donc, j'y ai beaucoup travaillé seul. Aujourd'hui, je travaille avec une équipe importante puisqu'il y a 3800 partenaires dans mon réseau, une dizaine de villes, chez Step, etc. Donc là, j'ai appris aussi à laisser de l'autonomie aux personnes avec qui je travaille, pouvoir travailler ensemble à certains moments. Mais du coup, j'ai énormément misé sur le recrutement pour avoir des personnes très autonomes, qui sont apprenantes, donc qui vont demander de l'aide si besoin, mais qui vont se débrouiller
bien seul. Donc, ça me permet de garder malgré tout quelque chose qui lui convient, mais de travailler en équipe. Donc, c'est une autre étape. Ouais. Finalement, cette compétence de délégation, de mission, c'est ça ce que tu as appris via l'entrepreneuriat? Je délègue pas parce que ça voudrait dire que je sais exactement tout le temps ce qu'il faut faire et que je leur dis ce qu'il faut faire. J'ai recruté des gens bien meilleurs que moi pour plein d'autres choses et qui se débrouillent très bien tout seuls, avec lesquels on va travailler ensemble. Donc j'ai une vision. Ils ont rejoint cette vision pour la reprise et la mission elle-même. Mais je suis plutôt en posture de les écouter que de leur déléguer des choses. Ça a été terrible parce qu'il fallait trouver le bon profil pour les recrutements. Aujourd'hui, c'est optimal, mais ça a été à tâtons par moment. Maintenant, c'est un peu carré. Donc voilà, il faut recruter des personnes qui vont bien dans ce sens et donc qui sont bien plus fortes que moi dans plein de domaines, qui veulent du collectif, qui veulent une vision, qui veulent des moyens que je leur donne avec STEP, parce que j'ai investi, j'ai eu du temps à créer tout ça. Donc, ils vont rejoindre un écosystème que j'ai créé, que j'anime, mais elles vont apporter des choses. Et donc, c'est plutôt cette posture basse qui me permet aujourd'hui de continuer d'entreprendre, mais d'impacter davantage de personnes et de travailler avec elles différemment. Tu parles depuis le début, et on en parle, de STEP. Qu'est-ce que c'est STEP? Alors, santé au travail des entrepreneurs par la prévention, donc STEP, c'est la société que j'ai lancée en 2021, après le Covid, suite à 2 constats. Le premier, c'est que j'avais eu une problématique de santé, mais pas importante. J'ai eu un enfant en 2018. Travaillant jusqu'à 2 jours avant mon accouchement, étant longtemps assise, etc., mon enfant, il était en siège. Donc, je trouvais ça bête d'avoir la tête en bas. Et puis, je pense qu'il n'avait pas eu beaucoup de place pour se tourner. Et donc, j'ai eu une césarienne, donc ça m'a fait m'arrêter 5 jours au lieu de 2. Et puis, j'ai dû prendre 15 jours au total, ce qui est vraiment très, très peu quand tu viens d'être opéré. Tout ça. À l'époque, mon assureur m'avait dit, tu sais, tu n'es pas malade, hein, donc tu ne seras pas indemnisé. Bon, je suis quand même un peu opérée, je suis un peu fatiguée quand même, et j'ai un petit bébé à la maison. Donc, bon, bah, d'accord, si je ne suis pas malade et que je n'ai pas le droit à quoi que ce soit, bah, on va faire avec. Donc là, je me suis aperçue qu'il n'était pas prévu qu'on soit malade quand on est à son compte. Et je le vois. Je discutais récemment avec la vice-présidente du MEDES et je lui faisais un retour que j'ai en cours, puisque j'ai un 5 UC à l'université. Dans un Master 1, Master 2, où j'ai 28 élèves, étudiants, on va dire, il y a 27 filles et un gars qui s'est perdu. Enfin, mauvaise blague, mais vous voyez ce que regardez, majoritairement des filles. Et je leur dis, voilà, dans votre projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, on veut être salarié. Ça va être difficile d'être salarié en tant que psy du travail parce que vous avez besoin de votre indépendance. Et c'est pas évident de dire que les conditions de travail sont pas bonnes quand vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui a un pouvoir hiérarchique. Et elle nous expliquait qu'elle ne voulait pas être à leur compte parce qu'elle ne serait pas bien couverte d'un point de vue d'un arrêt maladie, d'un congé maladie, d'une grossesse, etc. Et je me suis dit, mais c'est vraiment terrible. Donc, ce n'est pas prévu qu'on soit là. Les gens ne veulent plus, les jeunes ne veulent plus être à leur compte parce que leur couverture santé est pourrie. Donc, ça décourage plus d'un. L'entrepreneuriat est nécessaire à tous les équilibres de la société. Ton petit déjeuner, il est possible parce qu'un entrepreneur a acheté les matières premières, embauché du monde, fait tremper. C'est important que les salariés fassent le boulot, mais il y a bien un fou furieux qui, à un moment donné, a organisé tout ça, a investi de l'argent, l'a fait. On a besoin des deux. C'est très important pour les équilibres sociaux. Et si les jeunes ne veulent plus être à leur compte, c'est un réel problème. Donc, premier constat, on n'a pas prévu qu'on soit malade. On doit tout faire pour ne pas être malade. Et la santé est vraiment importante pour nous parce que dès qu'on a le moindre truc, c'est problématique. Moi, j'ai encore des demandes de ma CIPAV et de l'URSSAF qui datent de ma période où je me suis arrêtée très peu pour le congé pour mon enfant. Tu vois. Donc, première chose. Deuxième, sortie du Covid, j'anime une cellule de crise avec le MEDEF, Touraine, qui a gentiment mis à disposition des personnes de manière bénévole, donc je faisais partie de cette équipe, pour prévenir le suicide des commerçants. Ils étaient seuls, ils étaient perdus, ils n'allaient pas bien, c'était compliqué, et ils appelaient toute la journée dans des états très simples. Il fallait qu'ils organisent le travail de leurs salariés, il fallait qu'ils trouvent de l'argent pour payer leurs charges, il fallait qu'ils n'avaient pas de répit, c'était terrible. Et je me suis dit que cette population-là était complètement oubliée et complètement seule, et qu'elle souffrait, qu'elle n'était pas bien, et qu'il n'y avait personne à qui elle pouvait s'adresser. Donc il fallait
un système, un service qui leur soit dédié, pas seulement pour faire des bilans de santé. STEP n'est pas un centre de bilan. STEP est un service de santé dédié aux entrepreneurs, un service de proximité, le service vers lequel ils doivent se tourner, ils peuvent se tourner, et qui trouvera toujours un moyen de les aider. Donc voilà. Et ça marche super bien, et je suis très contente, et on accompagne de plus en plus de dirigeants. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir qu'aujourd'hui, ils peuvent se tourner vers l'équipe qui leur est dédiée. Est-ce que tu peux nous détailler, Step, comment ça fonctionne, étape par étape, comment tu accueilles un client, un futur client? La semaine prochaine, j'ai une nouvelle adhérente. On les appelle les steppers. Donc, elle devient steppeuse. Un stepper, c'est un cheval qui tient très bien sur ses pattes. Donc, j'adore cette image parce que ça veut dire que tu es fier, que tu vas bien et que tu continues à faire ce que tu veux faire, mais sans forcément avoir troqué ta santé pour le résultat de tes doigts. Donc, cette personne-là, elle nous a trouvés sur Internet. Elle a demandé à être rappelée. On lui a envoyé, elle a adhéré, elle a payé son adhésion à l'année, etc. On lui a envoyé une infirmière faire une prise de sang. Une semaine avant son bilan. La semaine prochaine, elle va avoir son bilan. Donc, elle va faire ce qu'elle n'a pas fait depuis les 15 dernières années en termes d'examen. Elle va le faire dans la journée pour commencer le programme. Et puis ensuite, elle a un certain nombre d'éléments dans l'année de suivi. Donc, elle va voir 3 fois dans l'année un psychologue du travail. Si jamais on se rend compte que dans la journée de bilan, il y a des examens complémentaires, des choses à faire, on les organisera en les programmant. Et l'intérêt, c'est qu'elle aurait dû au moins passer des journées à prendre ses rendez-vous. Elle aurait mis 12 mois à faire ce qu'on va faire en 6 heures. Parce que nous, on a organisé ça avec des rendez-vous qui sont pris à l'année. Comme on n'est pas dans l'urgence, on désengorge justement les cabinets médicaux en évitant les maladies chroniques, eh bien, on organise les choses, on les programme. Et donc, on arrive à faire en sorte que ça leur prenne le moins de temps possible, que ce soit le plus efficace et que ça rentre dans leur agenda. Un salarié peut prendre son après-midi. Mais je te disais tout à l'heure, un neurologue, parfois, c'est pas facile de dire à ses patients, écoutez, je suis désolée, je vais vous animer toute la journée de consulte. Est-ce que j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous chez les cardio? Et donc, je vais laisser 15 personnes pour dans 6 mois, parce que c'est la prochaine dispo que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, il faut que j'aille chez les cardio, c'est la semaine que j'avais. Donc, je préfère, malgré tout, qu'ils arrivent à organiser les choses, à les anticiper, à être dans un soin qui est contenu, organisé, programmé, sans forcément laisser sur le carreau les personnes qui dépendent aussi de leur activité. Donc voilà, après ils ont accès à une application, les personnes peuvent demander à être rappelées. C'est vraiment de la santé continue, de la santé anticipée, de la santé programmée, du suivi. Le minimum que chacun devrait faire, c'est une prise de sang 1 fois par an, c'est une journée de bilan par an, mais on n'a jamais eu le temps de faire ça. On n'y pense pas. C'est compliqué, c'est complexe, c'est chronophage. Donc, nous, on y pense pour eux. Quelqu'un me disait récemment, quand t'as mal, tu y penses tout le temps. Quand t'as plus mal, tu n'y penses plus. Eh ben, nous, on y pense toute l'année. Et on y pense en anticipant. Pour les personnes. Finalement, c'est avant que les symptômes arrivent, ou en tout cas, qu'ils s'aggravent, ou que des pathologies se déclenchent. C'était quand t'es vraiment sur une prévention en amont, pour détecter tout ça. Une personne qui a un stress chronique, des grains de beauté, des problèmes dentaires, je vais te dire une longue liste de choses qu'elle devrait faire. Elle va peut-être s'y intéresser, mais elle va peut-être se décourager à ne pas savoir vers qui se tourner, dans quel ordre faire les choses, quand le caser dans son agenda. Il y a plein de choses qui vont faire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse tomber. Elle laisse tomber, elle a toujours ses grains de beauté, elle a toujours son stress chronique et elle a toujours ses problèmes de dents. Si tu as des problèmes de dents, tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires. Si tu as des problèmes de stress, tu vas avoir des problèmes de santé mentale à un moment donné. Enfin, des problèmes de stress, entendons-nous, tu deviens sensible puisque c'est chronique, etc. Le stress, c'est tout à fait normal, c'est un mécanisme adaptatif. Et d'ailleurs, c'est très problématique quand on n'en a plus, parce que ça veut dire qu'on est en burn-out, c'est que le mécanisme est arrêté. Donc attention, parce qu'on parle de stress un peu dans tous les sens. Mais une personne qui a une problématique et qui fait l'autruche, la problématique, elle est là. Elle n'a pas disparu. Elle n'a juste pas trouvé comment faire. Donc nous, on y pense, on enlève les contraintes, on va vers eux, on organise les choses, on fait en sorte que ce soit possible qu'ils puissent s'occuper d'eux et qu'ils ne trottent pas leur santé pour les résultats de leur boîte. Oh. D'accord. Là, je vais me tourner un peu plus vers les auditeurs du podcast et te poser une question qui est assez spécifique par rapport à ce public-là. Essentiellement, les personnes qui suivent mon podcast sont les kinésithérapeutes libéraux
ou en tout cas des rééducateurs. Dans ces professions-là, nous, on peut avoir différentes difficultés qui sont essentiellement la revalorisation ou en tout cas la reconnaissance de nos professions. En parallèle, une demande de soins qui augmente et finalement une charge de travail qui est derrière. À cela, de manière assez caricaturale, on va se retrouver, c'est ce que je te disais juste avant, avec des entrepreneurs, des indépendants qui vont faire soit le choix du rendement, à avoir plus de patients pour finalement s'y retrouver, soit qu'ils mettent une croix sur la qualité des soins, soit de se dire j'augmente le prix de mes séances, mais dans ces cas-là, potentiellement, si on reste dans un modèle conventionné, on accepte que de ne pas voir tout le monde, soit finalement de se déconventionner et se retrouver en dehors du système conventionné et pas forcément répondre aux besoins en soi de ce que nous amène en tout cas ceci. Et puis une dernière chose potentiellement aussi, beaucoup de mouvements, et j'en fais partie, de personnes qui viennent du milieu indépendant littéral et qui vont finalement vers le salariat hospitalier, les centres de rééducation. Donc comment STEP peut apporter à l'ensemble de ces personnes-là? Peut-être la dernière rubrique est peut-être un peu plus difficile à accompagner, mais en tout cas sur ces libéraux qui peuvent être dans une perte de sens et aussi finalement une perte de prendre soin d'eux-mêmes du fait de ces confrontations de valeurs finalement. En gros, si j'ai bien compris, tu veux savoir ce que peut faire STEP pour ces profs libres qui sont dans ce qu'on appelle un sentiment de qualité empêchée. Quand tu dis à une infirmière, tu as 3 minutes pour voir chaque patient, elle a le choix entre je dégrade la qualité de mon travail et je fais ce qu'on me demande en termes de timing et je vois tout le monde, ce qui me crée de la souffrance au travail. Et je ne vois pas tout le monde. Ou alors, j'augmente mes prix, et ça, c'est en gros un peu l'avantage malgré tout du libéral. En milieu hospitalier, tu auras trop le choix, on va te dire, à 5 minutes, à 5 minutes. Donc, ça crée une bonne problématique. J'ai envie de te dire que il faut savoir ce qu'on ne sait pas et le reconnaître. Donc, je n'ai pas la bonne réponse pour ça. Toutefois, STEP a un gros programme de psycho du travail, c'est ça l'intérêt. Et pour les profs libres, c'est aussi un grand sujet. Donc, j'aimerais apporter cette contribution qui est ne serait-ce que la réflexion. Une personne, quand elle crée son activité, elle fait un truc normalement qui lui plaît et elle doit pouvoir se retrouver dans les valeurs et les conditions du travail qu'elle fait, même en libéral. La problématique d'un kiné qui doit se dire soit j'augmente mes prix et du coup j'augmente le temps pour avoir quelque chose de qualité, ou alors je refuse des personnes. Et malgré tout, je ne suis pas très bien payée par le système. Ça va créer une souffrance identitaire. Je n'ai pas la réponse pour lui. Parce que il n'y a pas de bonne réponse. Notamment, si on arrête de dire, étant donné qu'on ne peut pas, on va pas soigner tout le monde, on est dans un pays, heureusement, et attention, c'est hyper important, où on soigne tout le monde, où on accompagne tout le monde. Évidemment que le système a atteint toutes les limites possibles de l'exercice. Donc, j'ai pas la solution. Toutefois, dégrader la qualité du travail amène une souffrance identitaire. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour s'occuper de tout le monde, mais c'est une bonne chose. Tu parlais d'augmentation de demande de soins. Oui, les gens, et ça marche, c'est génial, les gens demandent un peu plus à être soignés. C'est pas forcément qu'il y a plus de gens malades, quoique. C'est aussi qu'il y a peut-être une culture de demander malgré tout un peu plus de soins. Il y a un peu les deux, que souvent il y a malgré tout beaucoup de maladies chroniques. Moi, je pense qu'il faut tenter d'éviter les maladies chroniques pour qu'il y ait moins de soins et moins d'engorgement des cabinets. Mais ça, c'est mon dada avec la prévention. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on ne peut pas demander à un individu de choisir qui il va soigner. C'est terrible. En termes de souffrance pour un kiné ou pour un médecin, qui je vais soigner? C'est terrible. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire un point de vue structurel dans notre système de santé pour être un peu plus dans la prévention, pour éviter déjà qu'on ait à choisir entre la qualité et la quantité. Mais aux personnes qui sont, elles, dans le dur, là, maintenant, tout de suite, ce que je peux leur dire, c'est quand vous serez en burn-out, l'État ne vous indemnise. Quand vous serez en burn-out, l'État ne va pas vous indemniser. Retenez ça, d'accord? Vos patients vont trouver un autre praticien. C'est la vie, c'est normal, c'est le jeu. Votre famille aura besoin de vous, vous ne serez pas là. Donc c'est terrible, mais à un moment donné, il faut penser à soi.
Parce qu'on ne peut pas aider les autres si on va mal. Si on s'arrête, là en ce moment j'accompagne un infirmier, il est en burn-out, il est en total arrêt pendant longtemps, et ça va mettre très longtemps. Et ben là, il y a un infirmier en moi. S'il s'était arrêté un peu avant, s'il avait fait attention à lui, même en laissant peut-être des gens sur le cas, il ne serait pas arrêté pendant 2 ans et on aurait un infirmier supplémentaire. Donc il y a un moment où on ne peut pas troquer, on ne peut pas échanger sa propre santé pour pallier aux failles d'un système qui a atteint ses limites. Donc il faut changer des choses au niveau du système. Il faut que vous pensiez à vous, c'est très important, pensez à vous, parce que vous ne serez pas indemnisé. Et j'ai une très bonne nouvelle pour la plupart de personnes qui imaginent que en libéral, on a des super assurances, etc. En fait, la plupart de troubles psy sont exclus. Oui. C'est terrible. C'est d'une injustice terrible. Je suis contactée par des personnes qui me disent « Moi, j'ai été en conflit avec mon associé a balancé mon dossier de dépression ou de burn-out à mon assurance a arrêté de m'indemniser. » Donc, si vous êtes en libéral et que vous êtes dans le dur, dans un dilemme, pensez que vous ne serez pas indemnisé, vous n'aurez pas de chômage, vous aurez toujours vos prêts, vos patients iront ailleurs. L'être humain a la mémoire courte et il pense d'abord à soi et à ses propres intérêts. C'est humain, c'est comme ça. Donc, le sacerdoce de « je suis au service de tout le monde », etc., a des limites. Et quelqu'un qui prend soin des autres doit aller bien. Donc, prendre soin de soi, c'est une responsabilité sociétale, surtout quand on est soignant. C'est hyper important. Ce n'est pas être égoïste, c'est contribuer à la société. Merci. Merci beaucoup pour cette phrase. Non, elle fait beaucoup écho avec, je pense, l'ensemble de notre profession. Je pense l'ensemble des professionnels de santé. Et puis, elle fait écho avec mon parcours aussi là-dessus. Et donc, je te remercie d'avoir énoncé ça. Moi, mais finalement, tu y as répondu, mais je vais aller peut-être un petit peu plus loin. Un petit conseil pratique pour nos auditeurs pour prendre soin de leur santé. Parce que finalement, c'est assez large. On peut commencer par plein de dimensions. Toi, c'est quoi quelle serait ta priorité? J'aimerais leur dire que si on contrôle son temps, on contrôle sa vie. Quand on a un agenda libéral, il est vide, quand on démarre, et il va se remplir au fur et à mesure avec ce qui arrive, qu'on a été chercher, tout ça. Mon conseil, c'est remplissez d'abord votre vie entière, et donc votre temps, de ce qui est important pour vous. Mécaniquement, il n'y aura pas assez de place pour le reste. Moi, je le dis à les patients aussi, mais je le fais pour moi. J'ai une espèce de bocal en verre que je vais remplir avec des choses qui sont importantes pour moi. Mécaniquement, on se rend compte que j'ai pas le temps pour la réunion inutile où on parle de rien qui m'intéresse. Donc, tout ce qui ne rentre pas dans mes 3 objectifs principaux, passer plus de temps en famille, faire plus de sport, augmenter mes revenus, apprendre, etc. Tout ce qui ne va pas dans le sens de mes objectifs ne trouve pas de place dans mon agenda parce que mon agenda est plein par tout ce qui est important déjà. Donc, mécaniquement, remplissez votre temps, remplissez votre agenda, remplissez votre vie de ce qui est important pour vous. Il y aura moins de temps pour la reste. C'est normal, c'est comme ça. J'aime beaucoup cette image. C'est très mécanique. Et je pense que ça parle à tout. C'est même pas que je veux pas, c'est je peux pas. Ah oui, ça passe pas. Et c'est vrai que on a discuté évidemment en amont de l'interview, et c'est comme ça, tu l'incarnes aussi, cette volonté d'avoir du temps avant tout pour toi, et puis après tu optimises finalement tout le reste. Merci Sinon, tu te fais manger. Ou ça, tu peux être à disposition des gens 24 heures sur 24. Et en plus, les gens ne seront même pas reconnaissants parce que comme tu es corvé à ma merci, ça n'a pas de valeur. Avec le fameux syndrome du sauveur qui est associé. Ok. Merci beaucoup Iris. Je te propose de conclure de 2 façons possibles. Soit avec un mot par rapport à tout ce qu'on vient d'énoncer, soit avec une citation de Franck. C'est feu qui parce je précise aux auditeurs, on a, je pense, une appétence commune pour un psychothérapeute qui est Victor Franck, et j'aimerais bien clôturer ce podcast avec ça. Si c'est trop compliqué comme question, n'hésite pas. Franck a été excellent. Il a dit, dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, vous aurez toujours la dernière des libertés que peut avoir un humain, c'est celle de choisir votre attitude vis-à-vis de la situation. Et ça, j'adore, parce que ça veut dire que tu es tout à fait capable de
prendre les choses d'une bonne manière et d'en faire quelque chose de positif, même quand tu es dans l'adversité. Donc, la dernière des libertés, c'est de choisir son attitude vis-à-vis de chacune des situations qu'on vit dans notre vie. Et ce serait un peu mon mot de la fin. Merci, super. Merci beaucoup Iris Ramos pour ce que tu viens de me parler de ton parcours, de ta vision, de ton expérience. On peut te suivre sur les réseaux, je suppose. Oui, j'ai depuis peu un compte Instagram. Ben là, je suis très contente. J'ai lancé un podcast justement qui s'appelle Attitude et j'ai une chaîne sur YouTube. Après, je raconte plein de choses sur LinkedIn issues de mes réflexions. Je tiens à dire quand même que j'écris Chara mes boss sur LinkedIn. Donc LinkedIn, YouTube, Instagram, le site de Step pour demander à être rappelé, avoir des informations sur ce qu'on propose aux professions libérales, aux dirigeants, aux cadres dirigeants. Et puis, en ce moment, ce qui m'intéresse, c'est aussi de pouvoir obtenir le témoignage de dirigeants qui ont eu des problèmes de santé et qui ont fait face et qui ont continué malgré tout. Donc, ils peuvent aussi m'écrire pour témoigner de ces problématiques-là et sensibiliser les autres, m'aider dans cette partie qui est la plus dure quand même dans ce deck, de sensibiliser les personnes à ce côté anticipé, préventif, etc. Il y a énormément de boulot encore. Super. Je vois que tu es encore sur d'autres choses, tout en gardant ton petit bocal. Et là, j'ai un mon bocal parce qu'il est bien rempli, mais il y a toujours de la place pour ce qui a de l'importance. Pour ce qui a de l'importance. Merci beaucoup Iris. C'est la fin de notre épisode, notre 3e épisode de Sit, Stand and Repeat. Donc, asseyez-vous, levez-vous, bougez, pensez, et puis abonnez-vous.